Bonjour. Dans ce nouveau module, je vais vous présenter comment appréhender la construction ou la reconstruction d'un équipement marchand de rayonnement majeur. Comme pour les autres modules, je vais vous démontrer que de tels projets de construction et d'urbanisation en centre-ville requièrent un traitement fin et intelligent des enjeux de mobilité urbaine. Sans surprise, pour celles et ceux qui suivent ce MOOC, je vais illustrer et contextualiser mon contenu théorique et méthodologique au travers d'un projet concret. Aujourd'hui, je vous propose de vous rendre à Bouaké, en Côte d'Ivoire, et de découvrir le projet de reconstruction du grand marché de la ville. Cet équipement devrait être inauguré en 2024 et sera, avec ses plus de 8000 installations de vente, l'un des plus importants marchés de ce type en Afrique de l'Ouest. Je vais le faire au travers de deux vidéos. Cette première vidéo va vous présenter le contexte dans lequel se fait cette opération et comment la conception architecturale de cet équipement a été menée, à quels aspects il a fallu être particulièrement vigilant. Bonne découverte! Les objectifs que j'assigne à ces deux vidéos sont les suivants. Premièrement, je souhaite que vous puissiez argumenter pourquoi l'insertion urbaine d'un équipement marchand doit être prise en compte et comment cela doit être fait. Deuxièmement, il faut que vous soyez en mesure d'expliquer en quoi les enjeux d'accessibilité et d'approvisionnement sont importants pour un équipement marchand. Ensuite, que vous puissiez lister les différents enjeux devant être appréhendés lors du déplacement involontaire et temporaire de commerçants. Enfin, que vous puissiez énumérer les facteurs devant être pris en compte pour déterminer le prix des pas de porte des différents espaces de vente dans un marché. Avec une population urbaine dépassant les 800 000 habitants, Bouaké est la seconde agglomération de Côte d'Ivoire, derrière Abidjan. Sa localisation, au cœur du pays, en fait une ville carrefour par excellence. Comme visible sur cette carte, elle se trouve à la croisée d'axes de transport internationaux majeurs, notamment avec Bamako et Ouagadougou. Débouché de commercialisation d'un vaste hinterland agricole, Bouaké peut à nouveau se prévaloir d'un solide dynamisme économique. Ce dynamisme commercial se fait surtout sentir dans le centre-ville, comme cela transparaît sur cette photo. Le projet de reconstruction du grand marché de Bouaké est réalisé dans le cadre du programme MABI, qui fait l'objet d'une convention de financement entre la Côte d'Ivoire et la France. L'enveloppe allouée à Bouaké est de 60 millions d'euros. C'est donc un projet majeur dont les études de faisabilité ont démarré en 2017 avec une mise en exploitation de l'équipement désormais programmée courant 2024. Cette reconstruction fait suite à la destruction intégrale du marché précédent par un incendie en 1998. Ce projet constitue la réalisation phare des deux mandats successifs de M. Nicolas Youssouf Djibo à la tête de la mairie de Bouaké, soit entre 2013 et 2023. Le caractère exceptionnel de ce projet de reconstruction est qu'il prend place au cœur de la ville de Bouaké, sur l'emprise initiale du marché qui est resté pratiquement inoccupé pendant 20 ans. On le voit sur cette image, cette emprise en cœur de ville est particulièrement importante. Et le fait qu'elle ne soit que faiblement accaparée par des occupations informelles démontre le consensus existant localement pour voir ce marché reconstruit. Un projet d'une telle envergure fait intervenir un grand nombre d'acteurs. Ce jeu des acteurs est complexe, notamment parce qu'ils n'ont pas toujours des intérêts convergents. Tout d'abord, nous avons les principaux bénéficiaires du projet, à savoir les commerçantes et les commerçants, ainsi que leurs fêtières respectives. Ils seront les futurs usagers du marché et doivent logiquement être étroitement associés à toutes les étapes du projet. Nous avons ensuite les acteurs institutionnels ivoiriens. Tout d'abord, la mairie de Bouaké, au travers de son conseil municipal élu, ainsi qu'au travers de ses services techniques. Dans un État centralisé comme la Côte d'Ivoire, le poids des ministères de tutelle est également important. Au niveau des acteurs techniques, nous avons le maître d'œuvre, qui est un groupement d'architectes et d'ingénieurs civils. De manière assez classique, nous retrouvons également un bureau de contrôle. Ce projet de Bouaké bénéficie également d'une mission d'appui aux maîtres d'ouvrage
pour appuyer la municipalité dans la bonne exécution du programme. Nous avons également les concessionnaires, notamment pour l'alimentation du futur marché en eau, en électricité, à savoir la CIE et la SODECI. Enfin, les différentes entreprises chargées des travaux. Pour terminer ce panorama, le partenaire technique et financier de l'opération, à savoir l'Agence française de développement, représentée par ses équipes d'Abidjan et du siège parisien. C'est également un acteur clé du projet. La mission d'appui à maîtrise d'ouvrage de notre groupement, Urbaplan Allnext, a porté sur 4 axes. Le suivi technique du chantier, la commercialisation des droits d'entrée du grand marché, le suivi environnemental et social, et enfin le suivi évaluation et communication du projet. Depuis 2017, ces prestations sont assumées par une équipe résidente de 4 personnes, principalement des géographes urbanistes originaires de Bouaké, et par des missions perlées, ponctuelles d'experts internationaux d'Allnext et d'Urbaplan. Transitech est intervenu au cours des 2 premières années sur les enjeux de mobilité. Comme on va le voir sur les prochains slides, une des missions du groupement a été de faciliter les coordinations, voire parfois les co-conceptions entre les différents acteurs du projet. Parmi les espaces de dialogue mis sur pied, nous avons le cadre de concertation. Il s'agit d'un organe consultatif et d'orientation, destiné à la préparation et la mise en œuvre du projet. Ce cadre permet la circulation de l'information entre la mairie et les futurs commerçants et usagers du marché. Il se tient environ tous les 6 mois et ce sont généralement plus de 100 personnes qui sont conviées à ces échanges. Des personnes qui représentent toutes les parties prenantes concernées. Les séances du cadre de concertation se tiennent généralement à la salle des fêtes de la mairie, comme on le voit sur cette image. Il faut souligner que la mairie s'est fortement impliquée dans la bonne marche du projet. Lors de tensions ou de blocages, elle n'a pas hésité à convoquer des séances de travail ad hoc pour écouter les doléances, rechercher des solutions ou construire des consensus. Cette photo correspond à l'une des séances d'information mutuelle convoquées par M. le maire. Cependant, l'une des forces du dispositif mis en place est d'avoir suscité et animé des débats in situ au sein même des zones marchandes concernées, en dérangeant le moins possible les concernés et concernés, puisqu'ils n'avaient pas à quitter leur lieu de travail. Dans le cadre du volet social et environnemental de notre mission, une partie importante du travail de nos collègues ivoiriens a consisté à sillonner les différents secteurs impactés par le projet pour écouter, expliquer, informer ou rassurer. Ces échanges ont également permis de recueillir les doléances ou les recommandations afin de les transmettre aux autres acteurs du projet. Sur cette photo, l'équipe du projet informe un commerçant des travaux qui vont prendre place devant sa boutique et des mesures conservatoires qu'il lui est demandé de prendre. Malgré les efforts des uns et des autres, la coordination d'un tel projet reste très complexe. Ces difficultés s'expliquent par plusieurs facteurs. Il apparaît logiquement que tous les acteurs n'ont pas des intérêts convergents. Il apparaît également que dans le stress du respect des enveloppes budgétaires ou du respect des calendriers, les stratégies opérationnelles divergent. À cet égard, le projet de Bouaké n'a pas fait exception et a aussi compté son lot de séances de crise, comme ici sur l'image. Au travers des cartes suivantes, je vais essayer de vous démontrer le caractère singulier du contexte d'intervention à Bouaké. En effet, suite à l'incendie de 98, les commerçants sinistrés ont cherché à pouvoir se réinstaller le plus proche possible du marché initial afin de pouvoir reprendre rapidement leurs activités. Dans leur esprit, cette réinstallation devait être temporaire, le temps que le marché soit reconstruit. Or, celui-ci va mettre plus de 25 ans à être à nouveau opérationnel. De ce fait, ce provisoire a fini par durer et ces différentes zones sont aujourd'hui de véritables marchés secondaires. Or, ils ont une vocation à disparaître avec la reconstruction puis la mise en service du futur marché. Cela questionne logiquement le devenir de ces emprises foncières extrêmement bien placées en centre-ville. Sur cette image satellite de 2017, on observe l'emprise initiale du marché partie en fumée. C'est une pépite foncière au cœur du centre-ville de Bouaké. Depuis l'incendie de 98, les périmètres couleur latérite sur cette carte abritent des marchés secondaires.
Ces marchés prennent place sur des terrains appartenant à la municipalité. Comme leur nom l'indique, boucherie, attiéké ou poisson, ces espaces se sont spécialisés dans la vente de certains produits spécifiques. Ce furent initialement des commerçants de l'ancien marché central qui s'y installèrent en urgence. Depuis lors, il y a forcément eu renouvellement, au travers de sous-locations, voire de reventes. Comme ces terrains appartiennent à la municipalité, cette dernière souhaite que ces commerçants intègrent le futur marché de manière prioritaire, libérant ainsi les espaces aujourd'hui occupés, ce qui permettrait d'envisager de nouvelles formes de valorisation de ces sites stratégiques. Le raisonnement est parfaitement similaire pour les sous-marchés qui se sont développés sur des emprises privées. Comme le montre la carte, ce sont trois secteurs qui sont concernés. En conclusion, ces sous-marchés sont nombreux et prennent place sur des emprises appartenant soit à la municipalité, soit à des privés. Comme on le verra plus bas, ils accueillent aujourd'hui près de 8000 marchands. Comme on vient de le voir sur ces différentes cartes, ce sont de très grandes superficies du centre-ville qui sont directement concernées et impactées par la reconstruction du marché. Très clairement, cette opération ne se limite pas à la simple construction d'un équipement marchand, mais doit constituer une véritable opération de requalification du centre-ville. Ce n'est pas un enjeu purement architectural, mais bien un enjeu urbanistique qu'il s'agit de relever à Bouaké. Pour concevoir un équipement marchand de manière pertinente, il faut comprendre comment fonctionne le centre-ville. Ensuite, il faut comprendre comment le futur équipement va s'insérer dans son environnement urbain et quel est son positionnement dans l'armature commerciale de la ville. Les investigations à mener doivent nous permettre de comprendre les conditions et modalités d'approvisionnement du centre-ville et comment se fait l'articulation entre grossistes et détaillants. Ce sont donc des enjeux logistiques qui doivent être décortiqués. Les conditions d'accès doivent également être bien cernées, que ce soit par les transports urbains, notamment les minibus Baca, les taxis et les taximotos, ou depuis l'Interland, car Bouaké rayonne sur un vaste arrière-pays agricole. Nos collègues de Transitech avaient été mis à contribution spécifiquement sur ce volet. Aujourd'hui, l'approvisionnement des grossistes par les poids lourds génère de nombreuses externalités négatives pour le centre-ville de Bouaké. Comme on le voit ici, encombrement de la voie publique, embouteillage sont des nuisances quotidiennement observables dans le centre-ville. La zone marchande du centre-ville est desservie par des transports faiblement capacitaires, à savoir les minibus Baca, les taxis et les mototaxis. Il y a donc une marge d'amélioration importante à viser dans le cadre de la reconstruction du marché de Bouaké. En centre-ville, plusieurs gares informelles se sont créées sur la voie publique. Elles sont animées par des minibus qui desservent les localités de l'arrière-pays. Ces véhicules transportent personnes comme marchandises et seront un maillon important du rayonnement régional du futur marché. En résumé, il faut comprendre comment clientes et clients se rendent au centre-ville et comment les marchandises y sont acheminées. Ces éléments doivent fortement conditionner la conception du futur équipement marchand. L'une des premières prestations à effectuer est de définir la programmation fonctionnelle du futur équipement. Cette tâche est pilotée par l'équipe chargée de la maîtrise d'œuvre de l'opération. Pour établir une telle programmation architecturale, il est indispensable de partir des besoins des futurs usagers, à savoir les commerçantes et les commerçants. Pour cela, il faut mettre en place des concertations et prévoir des moments de co-conception avec les futurs usagers. Dans le cas d'un équipement marchand, la très grande majorité des espaces construits sera dévolue aux activités commerciales. De ce fait, la programmation est logiquement centrée sur les futurs espaces de vente. En notre qualité d'AMO, nous avons procédé à une analyse précise des stratégies commerciales des opératrices et opérateurs présents dans le centre-ville. Une typologie des espaces de vente a été élaborée, distinguant boutiques, hangars, tables et vente au sol. Ensuite, un important travail de terrain a été effectué pour dénombrer précisément tous ces opérateurs. Les boutiques sont les espaces de vente les plus nobles.
Ce sont généralement des espaces en dur et qui peuvent se fermer, permettant à l'opérateur de sécuriser sa marchandise la nuit. Ce sont des équipements qui justifient un volume d'affaires et une marge bénéficiaire plus importante. Les hangars sont des espaces de vente dotés d'une superstructure, généralement en bois, permettant d'exposer la marchandise. Par contre, les opérateurs sont tous les soirs contraints de ranger, plier leurs marchandises pour les mettre en lieu sûr. En effet, les hangars sont des structures légères qui ne se ferment pas. À Bouaké, le secteur du tissu, occupant couturières et couturiers, comme fripiers, est celui qui recourt le plus aux hangars. Les tables sont des espaces de vente facilitant l'exposition de la marchandise aux clientes et clients. C'est le secteur alimentaire qui recourt le plus aux tables, comme ici avec cette vente de viande. Ou ici, avec du vivrier frais. Ces opérateurs sont très mobiles et sont susceptibles de se déplacer pour être présents sur certains marchés hebdomadaires de la ville ou en fonction de contingences conjoncturelles. La vente au sol reste très répandue à Bouaké, notamment sur les surlargeurs des voies du centre-ville. Il s'agit le plus souvent de commerçants du secteur vivrier, qui opèrent dans des conditions contraintes, notamment exposés aux aléas météorologiques. Il y a quelques marchés spécialisés à Bouaké, comme ici celui de l'Ignam, qui opère exclusivement au sol. Ce travail a été fait dans le centre-ville, notamment sur tous les sites ayant accueilli des commerçants suite à l'incendie de l'ancien marché. Il s'avère que ce secteur économique est très fluctuant. Certaines filières sont marquées par des phénomènes de saisonnalité, alors que certains opérateurs font preuve d'une grande mobilité et d'une grande souplesse opérationnelle pour se rendre où se trouve la clientèle. Cela complique le dénombrement que nous cherchions à faire. Cependant, à ce stade du projet, des ordres de grandeur fiables suffisent. Ces données chiffrées nous donnent une bonne photographie des usagers potentiels du futur marché et des besoins qu'ils souhaitent pouvoir satisfaire sur ce dernier. C'est une base essentielle pour établir la programmation fonctionnelle du futur équipement. La programmation fonctionnelle est donc fortement conditionnée par les espaces de vente. Attention, elle ne se limite pas à ces derniers. D'autres commodités doivent être également prévues. À titre d'exemple, le siège du futur gestionnaire du marché. Ces derniers gagneraient à être présents sur site pour sentir le pouls de l'équipement dont il a la charge et pour pouvoir être facilement interpellés par les usagers. Il faut également prévoir un poste pour la police municipale et un poste avancé pour les sapeurs-pompiers qui disposeront également d'une bâche d'eau perpétuellement remplie pour intervenir en cas de sinistre. Un prestataire de service sera recruté pour le nettoyage du marché. Ce dernier aura également besoin d'espace de rangement pour son matériel. Il y aura également une demande en espace de stockage. Les commerçants n'ayant que des tables souhaiteront pouvoir ranger en toute sécurité leur matériel et leurs marchandises pour la nuit. Enfin, des latrines publiques et une infirmerie seront également nécessaires comme sur tous les équipements à forte fréquentation. Toujours parmi les commodités, citons encore les lieux de culte, musulmans comme chrétiens, comme cela s'observe sur tous les équipements publics à forte fréquentation. Au cours des ateliers de co-construction, les fêtières de commerçantes et de commerçants ont exprimé la nécessité de pouvoir disposer d'espaces de réunion. C'est à prévoir. Comme relevé plus haut, il est important que le futur équipement soit aisément accessible en transport collectif. À cette fin, des têtes de ligne de transport urbain doivent être projetées sur son pourtour. Il faudra également prévoir des places de stationnement sur ce pourtour. Enfin, les secteurs les plus attractifs du marché pourront accueillir des prestations de services tertiaires supérieures, à même d'honorer des prix de location plus élevés. Je pense aux banques et aux assurances. C'est donc une programmation riche et diversifiée qui a servi de base à la conception architecturale et technique du marché de Bouaké. Voici donc ce plan général du marché de Bouaké. Sa conception répond à plusieurs parties d'aménagement forts dont je vais vous présenter certains d'entre eux. Premièrement, le concepteur a eu à cœur d'assurer une excellente desserte du marché.
Il est important que toutes les parties du marché soient correctement desservies. Pour cela, nous avons différentes voiries qui ceinturent le marché tout d'abord, au sud, à l'est, au nord, ainsi qu'à l'ouest. Nous avons ensuite un dispositif de voies traversantes. Pour l'essentiel de ces voies, elles sont fréquentables, elles font partie du réseau routier de la ville et ne seront pas fermées la nuit. Ensuite, nous avons des voies internes au marché qui, elles, n'ont pas vocation à être motorisées, mais supportent des engins de secours si requis et qui contribuent également à l'irrigation du marché. Je donne encore celle-ci. La conception d'un équipement n'est pas un processus linéaire et plusieurs itérations ont été nécessaires pour passer des esquisses aux avant-projets définitifs. À titre d'exemple, on découvre ici les premiers croquis faits main des commodités devant être offertes aux bouchers sur le secteur qui leur sera dédié dans le marché. Le futur marché offrira une palette d'espaces de vente qui reprend les caractéristiques observées aujourd'hui dans le centre-ville. Sur cette figure, on découvre une offre spécifique destinée aux nombreuses couturières de la ville. Pour renforcer l'accessibilité du futur grand marché, 3 têtes de ligne de transport collectif seront aménagées sur son pourtour. Ce plan représente l'une d'elles. On y voit notamment les minibus y faire le rang. Pour faciliter l'appropriation et la compréhension du contenu technique du projet, différentes images de synthèse en 3 dimensions ont été réalisées. Cette mesure a été particulièrement appréciée des politiques et des commerçants, à savoir les actrices et les acteurs non techniques du projet. Cette première image d'ambiance offre une vue d'ensemble du futur marché. On voit notamment qu'il se limite au rez-de-chaussée, partie architecturale fort retenue par le concepteur. Sur ce deuxième montage, une image d'ambiance du futur secteur vivrier du marché. Enfin, sur ce troisième montage, une image d'ambiance du secteur des boutiques. Comme relevé, ce projet de reconstruction doit également veiller à s'intégrer au mieux dans son contexte urbain. Pour cela, une composante du projet finance des investissements hors de l'emprise du futur marché. Sur ce plan, on découvre l'aménagement prévu pour les voies ceinturant le futur marché et celles allant améliorer son accessibilité. Ce sont donc d'importants linéaires de voirie qui sont concernés et qui contribueront à l'effort plus général de requalification du centre-ville. Pour des raisons de contraintes budgétaires, des priorisations ont dû être faites, comme cela figure sur cette planche, qui distingue voies indispensables et voies utiles. Au final, elles seront toutes réalisées, mais en se focalisant sur les bandes roulantes et sur les caniveaux latéraux. Je souligne volontairement ce constat. En situation de contrainte budgétaire, ce sont souvent les aspects qualitatifs, en lien avec les espaces publics, le mobilier urbain, l'éclairage public ou l'effort de végétalisation qui sont sacrifiés. Cela s'explique trop souvent par le fait que les bureaux d'ingénieurs et les entreprises ont un référentiel professionnel principalement construit sur des voies interurbaines, où ces aspects sont logiquement moins importants. C'est une réalité qui peut se comprendre, mais qui ne doit pas être une fatalité pour les projets urbains. Au travers de cette vidéo, j'ai essayé de vous démontrer qu'il est indispensable de réfléchir l'insertion urbaine d'un équipement public allant prendre place en centre-ville. Si, comme à Bouaké, il s'agit d'un équipement marchand, alors il faut aussi tenir compte de son insertion dans l'armature commerciale de la ville. Ensuite, un marché est destiné à des usagers et il est donc important que la conception architecturale et technique de l'édifice soit réfléchie en fonction de leurs besoins et de leurs pratiques. Enfin, il est aussi indispensable de traiter les enjeux d'accessibilité et d'approvisionnement d'un tel équipement. Dans la seconde vidéo à suivre, je traiterai d'autres sujets connexes, comme la libération des emprises foncières du projet, le déplacement involontaire des commerçantes et commerçants sur un site de réinstallation provisoire,
la commercialisation des différents espaces de vente et la gestion future de l'équipement. En résumé, un très beau programme. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.